Ça va les cerveaux? Bon, ok. Alors c'est vrai que en tant que neurologue, si je peux, je sais pas si ça marche, si je peux avoir la première diapo là pour voir un cerveau, mais bon, sinon je peux faire sans dia, hein, mais c'est plus joli avec les dias si possible. Voilà. Quand je regarde le cerveau d'un chef d'entreprise, productivité, contrôle des coûts, responsabilité sociale, responsabilité environnementale, multitâche, etc. Non, ça ne peut pas marcher. Je regrette, ça ne peut pas marcher. Je ne comprends pas. Heureusement, quand même, la bonne nouvelle, c'est que les neurosciences ont pas mal avancé. On commence un peu à mieux comprendre comment fonctionne cette machine assez complexe, assez extraordinaire. Et ça peut ouvrir quelques pistes sur comment mieux fonctionner au quotidien, mieux prendre ses décisions. On va voir trois aspects. On va voir un peu que cette merveilleuse machine peut parfois se tromper, ce qu'on appelle les biais décisionnels. On va voir aussi l'impact qu'a l'ego, ce très cher ego, sur nos décisions. Et puis enfin, parce que c'est un peu le thème ce soir, le digital, le monde multi-information, quel impact sur notre cerveau. Alors, on va l'enlever. Et on va commencer par un petit jeu. Voilà. Alors, vous avez deux propositions, une proposition A, une proposition B, puis il va falloir choisir. Alors, la proposition A, vous avez 800 € d'emblée. La proposition B, vous participez à une loterie avec 90% de chances de gagner 1000 €. Alors, qui choisit la proposition A? Très bien. Donc, je note, parce qu'après, il faut venir chercher les euros. Qui choisit la proposition B? Ah, c'est équilibré. On voit que c'est les chefs d'entreprise, là. Donc, à peu près équilibré. Alors, deuxième petit jeu. Vous avez, cette fois-ci, vous perdez d'emblée 800 €. Donc, il faut me les donner. Ou vous participez à une loterie, proposition B, où vous avez 90% de chance de perdre 1000 €. Alors, qui choisit la proposition A? D'emblée 800. Qui choisit B? Un peu plus, là. Voilà. Donc, en fait, sur le premier, c'était relativement équilibré. Généralement, quand on ne le fait pas avec des chefs d'entreprise, il y a quand même un peu plus de monde qui choisit le A, la proposition sûre, et moins la proposition avec loterie. Et dans le deuxième cas, c'est un peu comme ici, c'est-à-dire la majorité des gens choisissent la loterie. Ce qui ne sont pas des choix rationnels, en fait, parce que les choix rationnels, dans le premier cas de figure, si vous vous souvenez, en fait, on doit prendre en compte la valeur attendue. Et la valeur attendue de 90% de chances de gagner 1000 €, c'est 900 € la valeur attendue. Donc 900 €, c'est supérieur à 800 €. Donc un être rationnel, il y en a presque 50% ici, c'est impressionnant quand même, choisit la deuxième option parce que c'est l'option la plus rationnelle. Mais les humains, en général, quand il n'y a pas une dominante de chef d'entreprise, choisissent plutôt l'option sûre parce que notre cerveau a une aversion pour l'incertitude. Et dans le deuxième cas, c'est pareil, on a très peur de la perte, donc on préfère jouer à la loterie, même si la valeur attendue est moins bonne, puisque c'est moins 900 € la valeur attendue du deuxième choix. La perte, ça fait tellement mal qu'on a cette aversion de la perte dans le cerveau qu'on va préférer jouer, même si on prend plus de risques. Alors pourquoi notre cerveau il fonctionne avec ces biais? Pourquoi on a une aversion pour l'incertitude et une aversion pour la perte? Mais en fait, ça vient que notre cerveau, il n'est pas si vieux que ça. On est des homo sapiens. C'est notre cerveau, sur l'échelle de 100 000, 50 000 ans, il n'a pratiquement pas bougé. Donc on a le même cerveau que nos ancêtres avaient quand ils étaient dans la savane, et où là, il y avait plus de bêtes sauvages. Alors, on a un monde aussi qui peut être parfois un peu sauvage, mais là, il y avait vraiment des bêtes sauvages. Et si vous étiez vos ancêtres, quand ils étaient dans la savane, si vous voyez un buisson avec des fruits, et puis qu'il y avait un bruit un peu suspect dans le buisson, il y avait potentiellement deux erreurs qu'ils pouvaient faire. Il n'y a pas de tigre, mais je crois qu'il y a un tigre et j'y vais pas. Ou il y a un tigre, mais je pense qu'il n'y en a pas. En fait, les deuxièmes, ils n'ont pas pu transmettre leurs gènes. Donc, il n'y a que les premiers qui ont transmis. Et donc, progressivement, au fur et à mesure de la sélection, on est devenu aversif pour l'incertitude et aversif pour le risque.
Alors, si on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe dans le cerveau, on va reprendre sur ce qui se passe quand on prend une décision. En fait, vous avez des décisions que vous prenez en ayant pleine conscience de cette décision. Ce que j'appelle, moi, la décision sous contrôle. C'est par exemple, vous avez envie d'acheter une nouvelle voiture, vous hésitez entre 2 modèles, dans votre tête, vous pesez le pour, le contre de chacun des modèles, et puis au final, vous choisissez le modèle qui est le mieux. Alors ça, vous faites ça avec cette partie qui est là sur la partie latérale du cerveau, que j'appelle le cerveau rationnel. Donc c'est celui, voilà, en pleine conscience où vous pesez le pour et le contre. Donc ça, c'est une partie des décisions, mais en fait, c'est une toute petite portion des proportions des décisions que vous prenez. La majorité des décisions que vous prenez, en fait, vous les prenez sans y penser, parce que le cerveau, il a en fait toute une machinerie dessous qui est très puissante, qui lui permet tout un fonctionnement dont vous avez beaucoup moins conscience et qui a sa raison d'être. Alors par exemple, vous avez des tas de fonctionnements automatiques. Quand je parle, je ne suis pas à penser consciemment à chaque mot que je suis en train d'employer, parce que sinon, alors là, je dépasserai mon temps largement. En fait, ça vient automatiquement. Quand vous avez appris à faire de la bicyclette, au début, c'était laborieux, parce que vous faisiez ça avec vos cerveaux conscients, et puis progressivement, des structures dans le cerveau, qu'on appelle les noyaux centraux, ont permis d'enregistrer ça, et maintenant, vous faites de la bicyclette sans y penser. Alors l'avantage de ces systèmes de comportement automatique, c'est que déjà, ça se fait de façon plus performante. Maintenant, quand vous faites de la bicyclette, c'est quand même mieux que quand vous avez débuté. C'est plus équilibré. Surtout, ça consomme beaucoup moins d'énergie cérébrale. Faire de la bicyclette, ça consomme de l'énergie, mais au niveau cérebral, quand vous êtes en automatique, ça ne consomme rien. Et puis surtout, quand vous faites en automatique, vous pouvez faire d'autres choses. Donc en faisant de la bicyclette, vous pouvez admirer le paysage, vous pouvez discuter, vous pouvez penser, etc. Puis après, il y a plein d'autres systèmes, comme ça, les systèmes de conscience, de mémoire, et puis le cerveau émotionnel. Et là, dans les biais que je vous ai décrits, cette aversion pour l'incertitude, l'aversion pour la perte, c'est votre cerveau émotionnel qui est en jeu. Et souvent, les biais, c'est un mauvais dialogue entre ce cerveau moins conscient automatique et le cerveau plus conscient. Donc, pensant prendre une décision rationnelle sur les propositions que j'ai faites, parce qu'il y avait une appréhension de l'incertitude et de la perte, vous avez stimulé des choses émotionnelles dans certaines structures du cerveau, en particulier une structure qui s'appelle l'amygdale. Alors, ce n'est pas celle qui sont au fond de la gorge, parce que je me souviens sur une conférence, à la fin, j'ai des gens qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Mais je me suis fait enlever les amygdales quand j'étais petit, c'est grave ?» Non, donc c'est dans le cerveau, il y a un truc qui s'appelle l'amygdale, et ça s'allume dès qu'il y a une situation de danger. Alors, c'est très puissant, parce que c'est ce qui protège notre être qui nous assure la survie. Donc, c'est un système très puissant, et quand ça s'allume, ça vient freiner un peu le fonctionnement de votre cerveau rationnel, et ça participe au biais. Donc voilà, et des biais, alors il y en a plein, des biais cognitifs, mais bon, je n'ai pas le temps de vous décrire tout ça. Alors on va voir un peu autre chose qui est une caractéristique du cerveau humain. Voilà, c'est qu'il a un ego très fort, ce cerveau humain. Il s'aime bien. Ah, il faudrait revenir en arrière. Alors, voilà, surtout ce beau tableau du Caravage. Que j'ai un peu transformé, je m'en excuse. Voilà, ce cher ego, ce magnifique ego. Notre cerveau a été sélectionné pour ça, je l'expliquerai après pourquoi. Mais donc, on a tous un petit peu d'excès de confiance. On peut le tester facilement. Là, si je demande, en particulier aux hommes de la salle, qui se considère comme meilleur conducteur que la moyenne, vous allez voir que j'ai plus de 50% des gens. Donc, ce qui n'est pas statistiquement ce qu'on attend, normalement, voilà. Mais rassurez-vous, quand on demande aux professeurs d'université, ça a été étudié dans une université américaine, 94% des professeurs d'université se considèrent comme meilleurs enseignants que la moyenne. Donc là aussi, vous voyez que ça ne marche pas. Donc l'excès de confiance, c'est normal d'en avoir. Où c'est pas bien, c'est quand il y en a vraiment trop. Ça, chef d'entreprise, des fois, ça peut arriver. Un politique, beaucoup. Et quand on en a vraiment trop, on peut rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome de Bézabé. Là aussi, je n'avais pas le temps de rentrer dans le détail, mais vous vous sentez tellement sûr de vous que vous vous sentez au-dessus des lois. Vous pensez que vous pouvez maintenant manipuler les choses. Et donc, je n'ai pas besoin de vous faire des exemples concrets. Vous en trouverez très facilement dans vos mémoires sur des hommes politiques qui ont vu leur carrière assez rapidement arrêtée pour un excès de confiance excessif, le syndrome de Bézabé. Alors, pourquoi on a cet excès de confiance qui est naturel, qui a été sélectionné chez nous? Mais il y a des raisons évolutives là aussi.
Alors ça peut être démontré de façon mathématique un peu compliquée, mais pour résumer de façon simple ce qui était démontré d'une manière mathématique précise, vous imaginez la situation suivante. Si je dois combattre avec une personne qui est en face de moi, si la personne est clairement plus forte que moi, je vais fuir. Hein. Pas fou quand même. Si elle est clairement plus faible que moi, elle va probablement fuir. Voilà. Mais si par contre, c'est difficile pour moi de définir si elle est plus forte ou moins forte que moi, alors j'accepte le combat. Il y a, je dirais, 50% de chances que je gagne, 50% de chances que je perde. Mais si jamais je suis en excès de confiance, que je gonfle un peu les pectoraux, il y a un petit delta que la personne ait peur et parte sans combattre, et ce qui me donne un petit avantage évolutif. Et donc c'est probablement pour ça qu'on a été sélectionné pour un peu d'excès de confiance. Si on teste des étudiants, qu'on leur demande de se noter sur une copie qu'ils ont faite, ils se mettent toujours une note un petit peu au-dessus de la note réelle qu'ils ont. Alors les seuls qui voient la vie telle qu'elle est, ça surprend toujours quand je le dis, qui n'ont pas l'excès de confiance, qui ne l'atteignent pas en rose, c'est les gens dépressifs. Les dépressifs, ils voient la vie exactement comme elle est. Voilà. Ça fait toujours son petit effet. Alors le fait que cet ego, on en ait une image très forte, pose aussi quelques soucis parce que on considère qu'on ne se trompe jamais, quoi, hein, qu'on a toujours raison. Même si on se trompe, on a quand même raison, c'est les autres qui ont tort. Et ça, c'est à l'origine d'un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que si jamais j'ai un comportement qui n'est pas tout à fait en correspondance avec mes valeurs, moi, ça me pose souci. Donc j'ai une dissonance cognitive, mais la solution simple, ça serait de le reconnaître, mais ça, voilà, mon cerveau, il n'aime pas. Donc je vais plutôt justifier mon comportement erroné plutôt que d'accepter cette dissonance cognitive. Et je vais essayer de la réduire en la justifiant. Alors quand vous êtes démocrate et que vous voyez Bush qui est en train de se contredire, bien, il y a une petite structure qui s'allume dans le cerveau. Non, j'ai pas de pointeur, je sais pas. Voilà, c'est cette petite structure là qui apparaît en jaune là-dessus. Le cortex singulaire antérieur, ça indique qu'il y a conflit. Hein, donc il détecte qu'il y a une contradiction entre les propos qu'il tient actuellement par rapport à ceux qu'il avait tenus un peu avant. Mais si vous êtes démocrate, voilà, vous analysez ça froidement et vous utilisez votre cortex rationnel pour dire, ben voilà, il se contredit, quoi. Par contre, si vous êtes républicain et que vous soutenez George Bush, donc voilà, vous y croyez, quoi, hein, eh bien là, pareil, vous avez votre cortex singulaire antérieur qui s'allume, il y a conflit, il y a contradiction, mais il y a votre amygdale qui s'allume, vos systèmes émotionnels. Et ça vous pose souci. Et du coup, vous allez trouver des explications foireuses pour dire qu'en fait, ils ne se contredisaient pas, etc., pour protéger. Donc, vous freinez le fonctionnement de votre cerveau rationnel à cause de cette alerte émotionnelle que vous avez. Alors, ça marche pareil si c'est les démocrates avec leur candidat. Alors, dernier petit aspect, c'est comment fonctionne notre cerveau dans ce monde digital où il est soumis à plein d'informations. Parce que ce cerveau rationnel, vos capacités attentionnelles, elles mobilisent énormément d'énergie. Et cette énergie, elle est limitée. On n'est pas un ordinateur où vous branchez, ça dure tout le temps. L'énergie, elle est limitée. Donc si vous sollicitez votre cerveau en permanence avec des petites sollicitations faciles, répondre aux mails, répondre aux textos, aux coups de fil, etc., vous fatiguez cette énergie émotionnelle et vous en avez de moins en moins disponible. C'est pour ça que si le soir, après avoir fait tout ça, vous êtes un peu fatigué, vous allez dans les centres commerciaux, vous allez acheter de façon émotionnelle et pas du tout rationnelle. Mais ça, vous inquiétez pas, ceux qui vendent, ils sont très au courant là-dessus, hein, et ils font tout pour stimuler votre émotionnel. Donc, une chose très importante, c'est savoir par moment dans la journée se couper pour les choses importantes de toutes ces stimulations attentionnelles perturbantes, ces perturbeurs attentionnels, comme je les appelle, perturbateurs attentionnels, pour vraiment prendre des décisions sous contrôle et avec toute son énergie décisionnelle. Alors, pour conclure, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau, il est déjà extrêmement plastique. C'est-à-dire qu'à la fin de la soirée, votre cerveau, c'est plus le même que celui qu'il était avant. Donc il y a plein de choses que vous pouvez apprendre. Connaître ces biais décisionnels, en avoir conscience, permet de les atténuer. Donc là, vous voyez, savoir qu'on est plutôt aversif à l'incertitude, ça peut pousser à prendre un petit peu plus de risques. Il ne faut pas aller non plus dans l'excès. Mettre un peu d'humilité dans son ego, savoir reconnaître ses erreurs,
c'est souvent beaucoup plus gagnant que se mettre en situation de dissonance cognitive et d'auto-justification. Et puis se protéger des perturbateurs attentionnels. Et on peut renforcer son cerveau. Hein. On l'a vu déjà tout à l'heure avec la méditation. Il y a des preuves neuroscientifiques comme quoi on est capable de renforcer le cerveau en faisant travailler ses capacités attentionnelles de même manière qu'on peut renforcer ses muscles en travaillant la course à pied. Donc voilà, toutes ces connaissances, ça permet quelque part de mieux se connaître. Et on est toujours dans ce que les Grecs avaient découvert et avaient mis au fronton du temple d'Apollon à Delphes, hein, Notis et Automne. Donc, connais-toi toi-même. Donc, c'est mon message pour ce soir.